Alors, notre prochain intervenant nous vient de Hongrie. Il est rédacteur en chef du Visegrad Post, correspondant de TV Liberté en Europe centrale. Le Visegrad Post, pour ceux qui ne savent pas, c'est un journal d'information en ligne sur l'Europe centrale, les Balkans et donc la Hongrie, la Pologne, la République tchèque et la Slovaquie. Il est franco-hongrois et à la veille des élections législatives, il vient nous porter un message d'espoir. Je vous prie d'accueillir Ferenc Almasi. Bonjour et merci. Alors on m'a donné 15 minutes pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, qui est assez complexe, donc je vais essayer d'être bref. Heureusement, je sais que le public de qualité qui est présent aujourd'hui me facilite la tâche, puisque tout le monde connaît au moins dans les grandes lignes l'histoire et la géographie de l'Europe. Car avant de parler de l'actualité, il faut être clair avec le contexte historique. Je vais vous parler essentiellement du groupe de Visegrad, du nom d'un château hongrois qui a vu les rois de la région signer une alliance historique au XIVe siècle. Le groupe de Visegrad, qu'on appelle aussi le V4, constitué donc de la Pologne, de la Slovaquie, de la Tchéquie et de la Hongrie, a subi, un demi-millénaire assez particulier, puisque c'était au Moyen-Âge des grandes puissances, des monarchies respectées, aux armées puissantes. Et puis à la fin du Moyen-Âge, cette région s'est effondrée suite à des pressions extérieures. Et le cœur de l'Europe a donc ainsi été, pendant 500 ans, par différentes forces, factions, pillées, occupées, colonisées. Cette pression constante sur des peuples déchus de leur gloire et de leur puissance a développé en eux une résilience particulière et une conscience forte de leur identité, puisqu'elle était constamment en péril. C'est un premier point essentiel pour comprendre cette région et sa mentalité. Et puis à la fin du XXe siècle, c'est l'effondrement du communisme et tout le monde pense que le temps de la liberté est revenu. Mais assez vite, on se rend compte que les salaires ne sont pas à la hauteur de ceux des frères d'Europe occidentale. On se rend compte que l'UE n'est pas ce qu'on nous avait vendu. On se rend compte que le même mépris vient de l'Ouest, en particulier c'est visible dans la presse. On comprend que ceux qu'on voyait comme des libérateurs, une fois de plus, sont des prédateurs. C'est le second point important à saisir. Et je me permets là une parenthèse. Peut-être qu'il y a ici malheureusement des gens qui pensent que l'Europe centrale et orientale profite, tels des parasites, des mannes européennes qu'on doit aux pays riches d'Europe occidentale. Il faut sortir cette idée de la tête, il n'en est rien, parce que pour que ça se passe ainsi, il faudrait que l'Union européenne soit une sorte d'organisation caritative et que Berlin, Bruxelles ou même Paris déversent d'importantes sommes à l'Europe centrale par pur humanisme ou par générosité désintéressée. Je crois que l'observateur avisé saisit tout de suite que c'est absurde, qu'il n'en est rien, et que la vérité, c'est que les fonds structurels qui abreuvent les pays d'Europe centrale ne ruissellent pas dans les poches des centres européens. Leur niveau de vie, d'ailleurs, est loin de rattraper le vôtre, puisque les salaires sont 3 à 4 fois inférieurs là-bas, alors que tout ce qui est issu de l'industrie ou tout ce qui est consubstantiel à la société de consommation est sensiblement au même prix qu'ici. Grosso modo, pour 1 euro versé par l'Union européenne aux pays du groupe de Visegrad, c'est 2 à 4 euros qui quittent l'Europe centrale sous forme de profits et autres revenus à la propriété. Donc vous l'avez compris, l'argent du contribuable ouest-européen, le vôtre, est transformé en fait en juteux bénéfices pour des multinationales et leurs actionnaires à la sueur du travailleur centre-européen sous-payé. Nous sommes, Européens, dans un même bateau et il ne faut pas écouter ceux qui voudraient nous élever les uns contre les autres pour leur profit. C'est une erreur qu'on a déjà faite dans le passé et je crois qu'on a payé beaucoup trop cher. Voilà donc qu'à l'histoire et au désenchantement économique et social du monde libre durant les dernières décennies, l'Ouest commence à vouloir imposer de plus en plus
de changements d'ordre moral, sociétal, voire anthropologique. Par exemple, en 2011, lorsque la Hongrie initie un projet de loi pour interdire la Gay Pride, de manière directe, les États-Unis interviennent et font pression sur le Parlement hongrois pour empêcher la mise en place de cette loi. Toutefois, la marge de manœuvre des pays d'Europe centrale, du fait de leur population toujours assez conservatrice, leur a permis de gagner du temps, on va dire. Et c'est là que vient le troisième point important à comprendre pour saisir l'Europe centrale et comment elle a connu un réveil identitaire, c'est la crise migratoire de 2015. En 2014, le groupe de Visegrad est en sommeil. Malgré tout ce que je vous ai dit plus tôt, il est important de comprendre que le centre européen est un homme comme un autre et que le libéralisme a commencé à le ronger comme il l'a fait avec toutes les peuplades qui sont tombées entre ses griffes. En s'appuyant sur l'individualisme, le matérialisme, le libéralisme a contribué à faire tourner la politique exclusivement autour de sujets, des questions pécuniaires. Toutefois, les 25 années de libéralisme n'ont pas suffi à éroder suffisamment le vieux bon sens européen, chrétien et travailleur des centres européens. Et alors que, tout comme n'importe quel peuple européen de la Terre, d'ailleurs, les centres européens ne sont pas absolument fermés à l'autre, mais ils ne veulent pas de changements significatifs qui mettraient en péril leur culture et leur existence. La grande différence, c'est que les élites centre-européennes pensent également cela, et sincèrement. Ce n'est pas L'argument électoraliste ne tient pas la route. Parce qu'en France aussi, la majorité de la population, malgré une part très importante de la population française aujourd'hui d'étrangers ou de gens issus de l'immigration, la majorité de la population en France est opposée à l'immigration. Donc l'argument électoraliste n'est pas suffisant. Le changement vient d'en haut, et c'est ce qu'on peut voir avec le groupe de Visegrad, qui est un bon exemple. Alors que l'Ouest faisait pression donc pour accepter les centaines de milliers de clandestins, qui faisaient pression pour qu'on leur ouvre nos bras et nos frontières, alors que les médias dominants faisaient leur propagande pour dire à quel point c'était une chance que des centaines de milliers d'ingénieurs, de médecins, d'auteurs, n'est-ce pas, envahissent notre continent, alors que la migration de masse était présentée comme une fatalité à laquelle on devait s'adapter. Les dirigeants du groupe de Visegrad, et parmi eux en particulier Viktor Orban, la Hongrie avait une position particulière, de ces 4 pays, c'est le seul qui était sur la route des Balkans. Les dirigeants d'Europe centrale, donc, ont décidé de parler ensemble d'une voix commune, tant la question était grave à leurs yeux, pour faire entendre un tonitruant non. Maintenant, soyons francs, même la Pologne, qui n'est pas un petit pays, n'avait pas, surtout en 2015, un gouvernement assez fort pour résister seul à Bruxelles. En revanche, en se serrant les coudes, le champ des possibles s'offre au V4. Viktor Orban l'a compris et décide d'impliquer ses partenaires dans la défense de la frontière hongroise, pendant qu'en interne, il a mis en place une stratégie bien pensée. Et je vous donne un exemple concret. Il y a à Budapest une des plus grandes gares d'Europe, la gare de Keleti. Elle est dotée d'un très grand parvis sur 2 niveaux. Et à l'été 2015, alors que chaque jour, environ 10 000 personnes entraient illégalement dans le pays, un pays de 10 millions d'habitants, Viktor Orban décide de se faire entasser les migrants, comme on les appelle, les clandestins, désireux de continuer leur trajet vers l'Allemagne, la Suède, etc., décide de les entasser devant cette gare. Sauf que cette gare est au centre de Budapest. C'est le premier ou le deuxième nœud de transport du pays. Autrement dit, tous les jours, des milliers de Hongrois passent par cette station et ils ont découvert le visage caché de l'immigration. Ils voient très peu de femmes et d'enfants, pourtant ils étaient concentrés là. Ils voient les vols, les menaces, des comportements très étrangers à la Hongrie paisible et policée. Ils voient, excusez-moi, mais c'est la réalité que j'ai pu constater moi-même, des masturbations en public tous les jours, à la lumière du soleil. Ils voient les premiers salafistes, ils voient des vêtements de marque et des téléphones chez les migrants qu'eux ne peuvent pas se payer. Donc l'image de l'ingénieur fuyant la guerre avec sa famille, du réfugié affamé ou du souriant étranger avide d'intégration en prend un sacré coup. Le bouche à oreille fonctionne. Tout le monde a un téléphone intelligent aujourd'hui, et Viktor Orban a compté là-dessus, puisque du coup, grâce à sa manœuvre,
très vite, tout le pays reçoit de personnes de confiance, de collègues, d'amis, de la famille, des images, des vidéos de ce qu'est l'immigration. Et donc le pays, suite à ça, au bout de 2 mois, est prêt à tout pour refuser l'immigration massive, incontrôlée et extra-européenne. La suite, c'est l'expulsion des migrants vers l'Autriche, dont le chancelier à l'époque disait que les méthodes d'Orban rappelaient les heures les plus sombres de notre continent. C'est la fermeture de la frontière par une barrière gardée, comme on peut le voir là. Et c'est la mise en place de lois beaucoup plus strictes contre l'immigration clandestine. Et le mois de mars dernier, donc cette année, seulement 5 migrants ont tenté leur chance, donc ça fonctionne. Mais tout ça amène aussi la prise de conscience du potentiel politique des pays du V4. De leur part, déjà, ils se sont rendus compte qu'ils pouvaient aller à contre-courant des oukases bruxellois et ensemble faire valoir leur point de vue au lieu de subir séparément dans leur position de petits pays satellites. Et de la part des élites cosmopolites qui se sont rendus compte que ces colonies barbares de l'Est n'étaient pas si disciplinées, eh bien, il y a aussi un changement d'attitude, puisque désormais, ils sont contraints de négocier. Le V4 est devenu par conséquent un projet stratégique pour les 4 pays, et ils renforcent depuis lors leur coopération dans de plus en plus de domaines, allant de l'écologie à la coopération armée, en passant par le développement d'infrastructures de leurs propres chefs et répondant à leurs propres intérêts, à savoir particulièrement des axes de transport et d'échange énergétique nord-sud. Alors non par chauvinisme, mais parce que Viktor Orban est certainement le moteur de cette révolution conservatrice en cours en Europe centrale, initiée par les 3 points de mon introduction, donc l'histoire commune, le désenchantement face à l'Occident et la crise migratoire. Je vais conclure en revenant sur le rôle joué par le Premier ministre hongrois, qui devrait être réélu demain pour un 3e mandat consécutif. En 2014, Viktor Orban exprime sa volonté, je cite, de transformer la Hongrie en démocratie illibérale. Alors qu'est-ce que cela signifie ? Eh bien que déjà à l'époque, c'est-à-dire 1 an avant la crise migratoire et ses conséquences qu'on a évoquées plus tôt, Viktor Orban, un ancien libéral, dissident au communisme, a décidé d'arrêter d'adapter la société hongroise à la démocratie libérale et à la société ouverte, et d'adapter la démocratie à la Hongrie. Cela s'inscrit dans ce qu'il avait déjà accompli quelques années avant, en particulier la renationalisation des secteurs stratégiques, le remboursement en avance du FMI et l'expulsion de celui-ci. Et suite à la vague migratoire, Orban met en place un climat presque martial dans le pays à travers la communication d'État. Vous pouvez voir cette affiche, c'est ce qui est placardé actuellement dans Budapest et dans toute la Hongrie. Il maintient donc les Hongrois dans un état d'esprit combatif en désignant tour à tour les ennemis. Donc ça a été d'abord l'immigration illégale, ensuite Bruxelles, aujourd'hui c'est George Soros. Et cette approche séduit au-delà des frontières, en particulier dans la région, puisqu'on parle aujourd'hui d'urbanisation de la Pologne, qui a su s'inspirer de Viktor Orban pour mener ses propres luttes. Ailleurs dans la région, comme en Roumanie ou en Slovaquie, les partis majoritaires, après avoir accru leur patriotisme suite à la crise des migrants, s'organisent pour résister à la dite société civile des amis de M. Soros. Viktor Orban, alors ça aussi c'est une affiche qu'on a pu voir il y a quelques mois à Budapest. Il y en a une autre variante où il y a marqué « Ne laissons pas Soros rire le dernier ». Viktor Orban a donc senti le vent qui court sur toute la planète, celui du ras-le-bol de la toute-puissance libérale libertaire, et a su droitiser, on va dire, pour simplifier, son discours et sa politique au bon moment. Demain soir, vous verrez, à la suite des résultats électoraux, si sa stratégie est la bonne. Mais dénoncer n'est pas suffisant, et Orban va beaucoup plus loin, puisqu'il commence à mettre en place des stratégies pour contrer concrètement l'influence délétère du néolibéralisme et de la société ouverte.
Les éléments majeurs de sa stratégie sont une politique nataliste, une ouverture au dialogue et au commerce avec des puissances comme la Russie et la Chine, mais aussi le développement de partenariats avec des pays d'Asie du Sud-Est ou d'Afrique. C'est plus de place accordée aux églises dans l'éducation et la vie publique. Il faut savoir que la Hongrie n'est pas un pays laïque, mais un pays séculier. Et c'est aussi une modernisation et un renforcement de l'armée, ainsi qu'une implication de l'armée dans l'éducation nationale et le sport, pour encadrer la jeunesse. Tout cela en mettant en place de nouveaux axes à sa politique internationale. La Hongrie a créé un secrétariat d'État d'aide aux chrétiens persécutés dans le monde. Elle aide des pays des Balkans ne faisant pas partie de l'Union européenne à endiguer l'immigration, notamment en envoyant des officiers, des experts, du matériel. Et elle promeut, avec tout le groupe de Visegrad, la stratégie visant à aider les pays d'émigration sur place pour arrêter les raisons de l'immigration. Aujourd'hui, Viktor Orban ne s'encombre plus du tout du politiquement correct. Il désigne l'ennemi sans équivoque. Alors, je cite « les spéculateurs et les financiers internationaux ». Il parle du danger, je cite, « du danger de remplacement de population ». Il met en garde les siens, rappelant qu'à l'ouest du continent, les jeunes risquent de devenir une minorité dans leur propre pays de notre vivant. Il prône donc explicitement une société globalement homogène ethniquement et culturellement, se basant sur les valeurs chrétiennes et qui repose sur, je le dis dans le désordre parce qu'en France, l'histoire fait que ce triptyque est banni des salons, mais il veut une société qui se base sur la patrie, la famille et le travail. Alors, mesdames et messieurs, l'Europe centrale n'est pas le paradis et elle ne viendra pas sauver la France. Très souvent, je reçois des messages « Venez nous sauver ». Elle essaie déjà de se sauver elle-même, c'est déjà beaucoup de travail. Mais le groupe de Visegrad peut, et je pense doit être, tant qu'ils tiennent bon, un exemple pas si lointain qui doit donner de l'espoir, mais surtout à rappeler à chacun qu'il n'y a pas de fatalité en politique, que ni l'UE, ni l'OTAN, ni l'ONU, ni Soros ne sont des excuses pour rester inertes, pour subir, et que si les politiques savent s'appuyer sur le bon sens populaire et la volonté naturelle des peuples à préserver leur héritage et leur identité, alors David peut vaincre Goliath. À cœur vaillant, rien d'impossible. Merci. 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 Applaudissements nourris.